Avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu as tous les liens à ta disposition juste ici, avec Medium, Twitter, Patreon et Noster. Et juste ici, j'ai concocté spécialement pour toi 3 playlists dans lesquelles je regroupe mes propres vidéos sur les 3 principaux axes, ainsi que d'autres playlists qui pourraient t'intéresser. Quelles sont ces 7 erreurs fatales qu'il faut à tout prix éviter lorsqu'on commence à investir dans les cryptos, et pas seulement quand on commence, quand on investit dans les cryptos, et aussi lorsqu'on s'intéresse à Bitcoin tout simplement. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et je vais y aller crescendo, dans le sens où plus on va se rapprocher de la 7e erreur, plus ce seront des erreurs fatales. Ça ne veut pas dire que les premières sont négligeables, mais tu m'as compris, ça devient de plus en plus conséquent. Première erreur, négliger la liquidité du crypto actif en question. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons, tu te dis, ok, je vais acheter tel ou tel crypto. Prenons le meme coin à la page 26 de CoinMarketCap. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a aucun volume d'échange en fait. C'est-à-dire que même s'il y a 22 000 $ à peu près de capitalisation, eh bien, si admettons une personne achète des jetons, arrive à en acheter en tout cas, je sais même pas là comment faut s'y prendre, c'est pas mon délire, mais si quelqu'un cherche à acheter quelques jetons, quelques tokens plutôt, eh bien, lorsqu'il voudra vendre, il se dira attends, mais comment je fais en fait? Parce qu'il n'y a aucun acheteur. Voilà, il peut y avoir des vendeurs, mais s'il n'y a aucun acheteur, parce qu'il n'y a absolument pas de volume. Tandis que si on compare avec tout simplement Bitcoin, actuellement, il y a des dizaines et des dizaines de milliards de volume dollars. Donc ça veut dire que n'importe quelle personne peut, enfin n'importe quelle, peut-être pas n'importe quelle entité, parce qu'il y a des entités qui gèrent peut-être même des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars, mais la majeure partie des acteurs n'ont pas de problème pour acheter et vendre, parce que la liquidité est là, est présente, les volumes sont énormes. Deuxième erreur, délaisser la gestion du risque. Qu'est-ce que ça comporte? Il y a la capitalisation de la crypto, j'ai du mal à dire, capitalisation. Voilà. La résolution de problèmes, quelle est la solution apportée à quel problème, s'il y en a un. Le narratif, les équipes, les certifications, les conditions de marché aussi, la temporalité, où on en est dans le cycle. L'ajustement du portefeuille aussi en pourcentage en fonction des événements. Ça fait partie aussi de la gestion du risque. Donc ça fait beaucoup d'éléments et je pense que c'est une liste non exhaustive, on peut en trouver d'autres. Mais là, on a quand même des éléments majeurs de la gestion du risque. Donc il faut faire attention à la CAPI. Si la CAPI est toute petite, voilà. Pareil, si on compare à Bitcoin, encore une fois, ça reste le king. La résolution du problème, s'il n'y a clairement pas d'apport d'ajout de valeur, s'il n'y a aucune valeur ajoutée pour le marché, voilà. Le narratif, si c'est un narratif autour duquel il n'y a aucun engouement, aucune hype, ça ne sert à rien, ou quasiment rien si vraiment on croit au projet, mais ce qui peut arriver, mais ce qui est honorable. Il faut maintenir ça, il faut prendre ça en compte. L'équipe, bien, qui compose l'équipe? Qui sont ces personnes? Est-ce qu'elles ont déjà réalisé des travaux? Est-ce qu'elles mettent en avant leur travail sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elles participent aussi à des événements? Tout ça. Voilà, les certifs aussi. Aussi les conditions de marché, avec par exemple en ce moment les élections présidentielles aux États-Unis. La temporalité, comme je disais aussi. Est-ce qu'on est sur le point de vivre un halving? Ou alors est-ce que le halving est passé? De combien de temps? Voilà, ces choses-là aussi. L'ajustement du portefeuille, comme je disais aussi, en pourcentage en fonction des événements. Donc si par exemple on fait face à des événements, je dirais, inattendus, qui ont tendance à faire bouger les marchés, mais plus vers le bas que vers le haut, et bien pareil, peut-être qu'ajuster ses positions, se séparer de tel ou tel cryptoactif qui est plus à risque, peut être judicieux. Ou à l'inverse, si par exemple la dominance de Bitcoin se met à chuter, ce qui est possible par exemple dans les semaines à venir, et bien là on peut éventuellement passer sur des cryptoactifs qui sont plus à risque. Troisième erreur potentiellement fatale, succomber au FOMO et au FUD. Fear of missing out et FUD, fear, uncertainty and doubt. Missing out, ça veut dire rater. T'as peur de rater le train, en gros. Une crypto qui a fait 500% en 2 semaines, tu te dis non, c'est bon, là. Le train, je peux pas le manquer. All in. Voilà. Ce sont des réactions émotionnelles qui amènent à faire n'importe quoi et très probablement perdre beaucoup d'argent. Et le FUD, c'est une tendance qui est mise en avant, ça peut être par des médias ou par telle ou telle entité, bref, qui vont en fait provoquer du doute
chez les acteurs de l'incertitude et de la peur aussi. Voilà, en disant oh là là, Bitcoin va être soi-disant banni en Chine, boum, ça fait un article qu'on peut se considérer de FUD, parce que ça va causer de l'incertitude, de la peur, du doute. Voilà en gros ce que c'est. Bien sûr, tout ça provient d'états émotionnels instables, donc il faut savoir maîtriser ses émotions. C'est important pour la vie en général, mais c'est d'autant plus important quand il y a des sommes en jeu et que on sait qu'il faut respecter un plan d'action, qu'il faut avoir une stratégie. Donc si du jour au lendemain on dit non c'est bon, je craque complètement et je vais dans cette direction parce que je le sens ou quoi, non, c'est clairement une erreur fatale. Quatrième erreur potentiellement bien fatale. Laisser ses avoirs sur une plateforme d'échange centralisée. Je reste vraiment étonné du nombre de personnes qui laissent ses cryptos et notamment son BTC sur des plateformes d'échange centralisées. FTX ça n'a pas suffi, MTGOX ça n'a pas suffi, probablement d'autres petites plateformes aussi d'échange centralisées n'ont pas suffi pour vraiment provoquer une prise de conscience collective et arrêter en fait. Une plateforme d'échange c'est peut-être utilisée voilà, pour acheter une crypto mais pas pour la détenir. Et Bitcoin à la base c'est pour être souverain, c'est pas pour eh bien, laisser un tierce s'occuper de ses avoirs. Sinon, on reste dans le système bancaire et ça sert à rien. Non, Bitcoin, c'est fait pour se responsabiliser, pour réellement posséder ses avoirs, son capital. Alors, et attention, bien différencier, être propriétaire et posséder. On peut être propriétaire d'avoirs, mais ne pas les posséder. On peut avoir en gros un claim, en gros dire à savoir que par exemple la banque nous doit, c'est une sorte de IOU, donc je te dois, la banque nous doit notre argent, mais on ne possède pas cet argent, et en plus, entre parenthèses, ce n'est pas de l'argent. Donc pour en revenir à la crypto et notamment Bitcoin, ça ne sert à rien de se mettre, de commencer à s'impliquer dans l'écosystème si on laisse ses avoirs sur les plateformes d'échange, parce que on s'expose à de multiples risques, dont les hacks aussi. Les hacks sont beaucoup plus faciles sur les plateformes d'échange centralisées, alors que si on se prend en main et on apprend à devenir souverain avec Bitcoin, on a la tête tranquille. Cinquième erreur, ne pas avoir de stratégie solide de sortie de marché. Donc, ne pas savoir quand est-ce que tu prends des profits. Clairement, si c'est pas le cas, si tu sais pas quand est-ce que tu vas prendre des profits, ça sert à rien d'acheter la crypto, clairement. J'ai fait une vidéo sur le sujet, elle s'affiche à l'écran, et tu peux cliquer en haut à droite si tu veux aller la voir ou la mettre de côté. J'explique en fait l'importance de confluence de signaux. S'il n'y a pas une confluence de signaux, par exemple au niveau temporel, au niveau du prix du Bitcoin aussi, au niveau des indicateurs techniques, au niveau... Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de signaux. On peut penser aussi à la capitalisation, on peut penser aux événements macro, où on en est au niveau macroéconomique. Bref, il y en a beaucoup. Et il y a aussi bien évidemment les paliers de vente. Pour chaque, si on parle de crypto en particulier, on sait à combien on va vendre en fonction de la capi que ça va représenter à un moment donné. Il y a plein de choses donc à mettre en place. Et c'est vraiment non négligeable. Là, c'est comme les précédents points. Mais là, c'est... Et pourtant, la plupart des personnes qui achètent des cryptos, surtout là les personnes qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, elles seront très loin d'avoir une stratégie en place et elles vont clairement succomber à leurs émotions. Et oui, tu t'attendais peut-être pas à cette sixième erreur au niveau du classement, mais selon moi, c'est capital. Avoir moins de 50% de son portefeuille en Bitcoin, voire 70%. Et ça, pas moi qui le dis, c'est Fred Krueger, lui, je pense qu'il a suffisamment il a une perspective suffisamment large et riche pour affirmer que 70%, ça, c'est raisonnable. C'est clairement raisonnable. Et certains diront même 90%, voire 100%, parce que de toute façon, toutes les cryptos, la plupart vont échouer sur le long terme. Donc autant capitaliser dès maintenant entièrement sur Bitcoin. Mais 50%, ça reste tout de même correct. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui se passe, on finit pas à poil. Voilà. Si par exemple, tu as 10 000 euros, tu comptes mettre 10 000 euros, eh bien, tu mets 5 000 euros en Bitcoin, c'est considérable à l'heure actuelle, 5 000 euros, ça fait quasiment 10% d'un Bitcoin. C'est une sécurité.
Parce qu'au moins tu sais que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, ton pouvoir d'achat aura considérablement augmenté. Et les sauts de 50%, si c'est sur 5-6 cryptos par exemple, si tu en as une ou deux qui a fait de belles performances et surtout si tu as pris des profits, tu pourras te rabattre sur Bitcoin. Mais si ça flop, ce qui est probable, eh bien, t'es pas là en mode oh non, si j'avais su, j'aurais j'aurais mis un peu plus de Bitcoin, voire j'aurais tout simplement acheté du Bitcoin. Et beaucoup de portefeuilles à l'heure actuelle, même des personnes qui sont depuis des mois, voire 1 an, 2 ans, voilà, des choses comme ça, ont uniquement des altcoins, voire pas mal de meme coins et je ne sais quel bazar. Donc c'est dingue. Selon moi, c'est dingue parce que Bitcoin, en fait, vu qu'il garantit quasiment 40 à 50% d'appréciation annuelle, à moins d'avoir juste 100 ou 200 euros, être en mode total YOLO, parce qu'il faut faire x100, sinon, voilà, ça sert à rien. Ok, mais déjà, je pense que c'est pas le bon état d'esprit. Mais après, pourquoi pas? C'est sûr que 100 euros de Bitcoin, voilà quoi. Limite, il vaut mieux acheter une formation ou un bouquin, quoi, avec les 100 euros, quelques bouquins, quoi. Ce serait. Parce que sinon, voilà. Mais ça peut aussi être le premier pas. Et si c'est dans une optique d'investissement long terme, de dollar cost average, donc d'un investissement hebdomadaire ou mensuel, j'allais dire mensuel, eh bien ça reste censé. Par exemple 100 euros tous les mois, ok, c'est déjà très bien. C'est mieux que rien en tout cas. Donc pour en revenir au portefeuille, oui, 50% c'est raisonnable, 70% c'est encore mieux, selon aussi le total, la valeur totale du portefeuille. Et si on a beaucoup de capitaux, je dirais vraiment à partir de 6 chiffres, autant all-in Bitcoin. Alors ça, ce n'est que mon avis, not financial advice, une fois de plus. Mais voilà. Dernière erreur, l'erreur que fait, là c'est du 95%, voire plus, 97, 98, 99% des gens qui ont investi la crypto, c'est compter son stack, son bag, son capital en valeur dollar, euro, etc. et pas en Bitcoin. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsqu'on investit, on va dire à moyen, long terme, notre but c'est d'avoir à la fin plus de pouvoir d'achat. Mais comment est-ce qu'on calcule ce pouvoir d'achat? En euros, en dollars ou en Bitcoin? Si on prend en compte le fait que l'euro, le dollar, les monnaies fiduciates, les monnaies fiduciates, les monnaies fiduciaires, fiat money, ne font que perdre en pouvoir d'achat, et que Bitcoin, lui, à l'opposé, gagne en pouvoir d'achat par rapport à ces shitcoins de monnaie fiduciaire, fiduciate, je veux dire monnaie fiduciate maintenant, eh bien, il est plus intéressant, il est même plus raisonnable de compter en Bitcoin. Sinon, c'est pareil, ça sert à rien d'investir si à la fin on se retrouve perdant face à Bitcoin. Un exemple concret, on peut parler de chiffres. Si par exemple on investit dans une crypto qui fait x2, donc on investit, la crypto valait 1 euro, on a mis 1000 euros, ça fait 1000 tokens, boum, on vend à x2 quand le token est passé à 2 euros, donc ça nous fait 2000 euros. Mais en attendant, Bitcoin lui a fait x3. Certes, on a gagné en pouvoir d'achat par rapport au dollar, à l'euro, au dollar et à l'euro. Voilà, je ne sais plus si j'ai dit en dollars, en euros, voilà, en euros. Mais on n'a pas gagné en pouvoir d'achat, en fait. Pourquoi? Parce que Bitcoin, lui, il allait beaucoup plus vite. Il a fait 200%, il n'a pas fait 100%. Voilà, en gros, pourquoi c'est très important. Et on peut se dire, ouais, sur le court terme, ça passe, mais sur le long terme, en fait, le fossé se creuse et c'est dramatique. C'est vraiment dramatique parce que la plupart des personnes se disent cool, j'ai gagné de l'argent. Oui, mais tu t'es appauvri quand même. Si on compte en Bitcoin, si on adopte les talons Bitcoin. Voilà. Donc si tu tiens compte de la liquidité, si tu ne délaisses pas la gestion du risque, si tu ne succombes pas à tes émotions, si tu ne laisses pas tes avoirs sur des échanges, des plateformes d'échange centralisées, si tu as une stratégie solide de sortie du marché, si tu as au moins 50% de ton portefeuille en Bitcoin, et surtout si tu comptes ton pouvoir d'achat en Bitcoin, tu devrais bien t'en sortir, voire même très bien, dans les mois et années à venir. C'était le but de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu mettras un like si tu apprécies et que tu t'abonneras. Ça m'aidera pour le référencement et pour toucher plus de personnes qui ne sont peut-être pas au courant de toutes ces erreurs.
Sur ce, je te dis à très vite. C'était Guillaume de La Chain. À ta liberté.